bien sûr très content de recevoir donc aujourd'hui Frédéric Vidal, qui est donc rédacteur en chef. Je vais laisser la parole donc à Frédéric. Parce que tu as un parcours, je dirais, un peu atypique. En tant que rédacteur en chef, je pense que ça serait intéressant de parler un petit peu aussi de la presse, en tout cas, de ton travail, de ce que tu penses du marché. Ça fait beaucoup de choses à dire à la fois. On va essayer de concentrer tout ça. Voilà. Bon. Mais il faut que tu m'aides un peu. Hein. Bon, on va essayer. Mais nous aussi, on vous pose des questions. Oui, mais je vais peut-être pas répondre. Bon, sur le parcours, je crois qu'il y a peu de parcours. Tu dis le parcours atypique. Finalement, j'imagine pas un rédac chef de magazine culturel avec un parcours vraiment typique. Je sais pas ce que c'est. Finalement, très peu sortent d'école de journalisme. Quand c'est sur des petits groupes, ce qui est le cas, bon là c'est plus qu'un petit groupe puisque c'est un monoproduit, la société ne fait que produire Casemat. Les directeurs de rédaction sont aussi directeurs de publication, donc gérants, ce qui est mon cas. Donc on a forcément des profils assez atypiques parce qu'on s'occupe de gestion, de droit, de journalistes, enfin de maquettes, de fabrication, on fait vraiment on touche à tout. Donc ça, il n'y a pas de formation, ça n'existe pas. Il y a des écoles effectivement qui forment des journalistes, mais elles ne forment pas des entre guillemets patrons de presse avec des grosses guillemets vu l'échelle de Casemat. Mais bon, ça c'est une chose. Et ensuite tout ce qui est dans autour en fait du comment dire ça, du culturel, des animations, de l'animation culturelle au sens vraiment large du terme. Très souvent, ce sont des gens qui viennent d'école d'art, ce qui est donc mon cas, et qui ont bifurqué ou qui ont fait des choses en fait un peu parallèles plutôt que de la production purement artistique, ce qui est exactement mon cas puisque moi je fais en l'occurrence les arts déco à Paris, où je pratiquais le dessin, l'écriture, à peu près tout ce qu'on peut apprendre dans une école d'art, mais en fait rien ne m'a formé à faire défiler les fournisseurs pour imprimer un journal, à répondre au contrôle d'URSSAF, à faire de la gestion et à diriger des journalistes. Voilà. Mais par contre, on apprend à bosser avec des artistes, puisque forcément quand on en est soi-même un ou qu'on en a la formation, c'est un milieu dans lequel on baigne, donc on en connaît les mécaniques. Et les mécanismes pour certains, et donc faire bosser les dessinateurs, interviewer et comprendre des scénaristes ou des auteurs, ça me fonctionne beaucoup mieux quand on vient du sérail. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que le parcours est peut-être un peu atypique. Bon, je ne vais pas leur revenir dans le détail sur le parcours, vu mon grand âge, forcément, il y a eu des... ça a bougé un peu, mais mais je pense que de ce point de vue-là, c'est assez cohérent parce que tout le monde passe un peu n'importe où avant de faire ça. Tu parlais de presse BD avant et des grands anciens. Les grands anciens, là aussi, finalement, les rédacteurs en chef, ce sont essentiellement des auteurs qui n'avaient pas forcément vocation à faire de l'animation comme ça d'un journal. Le plus connu étant Goscinny. Mais Goscinny n'avait pas une formation de journaliste, aucune formation d'ailleurs. Les autres patrons de journaux connus, Gottlieb pour Flux Glacial n'avait pas de formation particulière. Moebius sur Métal Hurlant, on ne peut pas dire. Alors effectivement, il y a Mougin sur À Suivre qui avait été poussé par Pratt et Tardy pour monter À Suivre. Mougin venait du journalisme, il était de pif, mais ce sont des magazines d'éditeurs. Donc c'est pas du tout la même conception. Et finalement, à part Spirou, qui est le seul qui a vraiment survécu à être un magazine d'éditeur, peut-être que Mickey est un petit peu à part, parce que c'est un magazine d'éditeur, mais c'est pas la vocation première de Disney, c'est pas de publier des albums en France. Je pense que ça vous aura pas échappé. Alors que la vocation première de Dupuis, c'est d'éditer des albums en France et en Belgique. Donc je peux pas dire que je ne mettrai pas Mickey dans les magazines d'éditeurs, mais le seul qui ont survécu dans les grands anciens, c'est Spirou. Et pour les plus adultes, il y a effectivement Flux Glacial et l'Enfeuse quand même, qui a été créé entre-temps. Et la mécanique d'un journal d'éditeur, c'est pas du tout la même qu'un journal comme Casemat, puisque la volonté première, forcément, d'un éditeur comme Fluide ou comme l'Enfeuse, c'est de vendre d'abord ses albums. Et donc le magazine sert soit de tremplin, soit d'outil promotionnel.
For Fluid, c'est un peu différent parce que je pense qu'il est rentable. L'Enfeust, la rentabilité de l'Enfeust, c'est beaucoup plus complexe à calculer parce que les ventes sont pas forcément assez importantes. Mais bon, on est dans des logiques très différentes parce que moi, j'ai rien d'autre à vendre que le journal, évidemment. Donc il n'y a pas de derrière, il n'y a pas d'autres intentions cachées. Et en ce sens, on est une autre génération de presse, puisqu'elle vient après tous ces grands anciens à suivre s'est arrêté en 97. C'est l'année où j'avais cofondé donc Godoy, qui était mon précédent magazine, et qui était, je pense, le premier magazine, enfin à vocation grand public, entre guillemets, c'est pas non plus Paris Match, mais à vocation grand public quand même, à traiter de bandes dessinées et un magazine fait par des journalistes. Voilà, même si moi j'en suis pas un à l'origine, toute l'équipe était constituée de journalistes pur jus et formés. Kazmat étant, je l'ai par exemple cofondé avec Jean-Pierre Fury, qui est un ancien rédacteur en chef de François, qui a fait 25 ans en presse quotidienne. Je pense qu'on peut dire il a fait le CFJ, donc on peut dire qu'il est à peu près journaliste. Ça va. Ça va. Et on a bossé ensemble quasiment 10 ans sur Vaudeuil. Donc un magazine comme Kazmat est très différent de ces grands anciens parce que c'est pas là ce qu'on vend c'est le journal et ce qu'on y fait c'est du boulot de journaliste en allant enquêter, interroger, essayer de trouver ce qui se passe dans ce monde de la BD, toute cette cuisine entre guillemets. Et quand on a sorti Vaudeuil, donc il y a 15 ans maintenant, il y a pas mal de dents qui ont grincé parce que le ton n'était pas du tout pas celui auquel on était habitué dans le monde de la BD, qui était très feutré. Dans les magazines d'éditeurs, on disait pas de mal des autres. Il n'y avait jamais de chronique assassine, c'était très rare. Et dans le numéro 1, on a commencé à râler parce que Blueberry était dans son plumard et qu'il n'en sortait pas. On s'est moqué gentiment des t-shirts mouillés de Bourgeon, et on nous a regardé avec des grands yeux comme ça en disant ils sont fous. Mais d'abord c'était pas méchant, et ensuite c'était simplement un traitement un petit peu plus sarcastique et un petit peu plus poil à gratter que ce qu'on avait l'habitude de voir en presse. Et puis après ça, il y a eu aussi des enquêtes, des interviews longues qui nous ont permis d'aller chercher ce qu'était le cœur des auteurs, leur vocation, comment ils bossaient, ce qu'ils avaient parfois leurs intentions, ce qu'ils avaient voulu dire, et notamment d'aller chercher un truc qui nous tenait à cœur dès le départ de Vaudeuil, puisque sur le numéro 1, on avait titré sur Jean Van Damme. Ça paraît aller de soi aujourd'hui, mais à l'époque, les scénaristes, on n'en parlait pas. Et titrer sur un scénariste pour un magazine de BD, c'était là aussi l'assurance de se casser la gueule. La suite a prouvé que non. Mais parce que je pense que le marché, alors le mot marché peut être mal compris, c'est aussi le milieu, ça conjugue les deux, commençait à être mûr justement pour s'intéresser à la cuisine, à la fabrication, aux coulisses du monde de la bande dessinée et aux coulisses d'un créateur comme un scénariste, ce qu'est un scénariste. Voilà. On avait titré le premier sur Van Damme, le deuxième sur Jodorowsky, le troisième sur Christin. C'était pas évidemment à l'insu de notre plein gré comme pédale certains. Bon, Kazmat est dans le prolongement de Vaudeuil. Vaudeuil, c'était un magazine qui était constitué à moitié de rédactionnel et de prépublication. Je pense que là, par contre, on pouvait difficilement échapper à la prépublication à l'époque, parce qu'il y avait cette tradition des magazines d'éditeurs qui sont des magazines de prépublication avant tout, et ne pas mettre de prépublication dans un journal il y a 15 ans, ça aurait été choquer le lecteur. Et en presse, on fait très attention quand on choque le lecteur, à choquer juste ce qu'il faut. Il faut le choquer, mais pas trop. Il faut quand même le prendre dans le sens du poil. Et donc, il nous fallait des prépublications, c'était très important. L'idée était que les magazines s'étaient cassé la figure aussi parce qu'ils n'avaient pas un catalogue cohérent qui collait en presse. Mais en fait, en allant faire notre marché, on achetait les prépublications. Donc c'était réellement, là pour le coup, un achat chez tous les éditeurs. On avait, dans le premier, il y avait Torgal, il y avait la nouvelle série de Jodorowsky, il y avait une BD de Ségur qui s'appelait Le Roi des Méduses. Si je me souviens bien, on avait enchaîné avec Pin-Up. En fait, on allait chercher les BD chez tous les éditeurs qui nous paraissaient donner à la fois un panel intéressant de ce qui se faisait en BD à ce moment-là, et en même temps un aperçu de ce qu'on pouvait imaginer être ce que souhaitait trouver le lecteur dans un magazine de BD à ce moment-là. Donc en conjuguant les deux, en mettant et de la prépublication et du rédactionnel,
je pense qu'on a petit à petit aiguillé le lecteur de BD vers quelque chose de plus... on a, comment dire, éveillé sa curiosité et un petit peu plus routé comme ça vers la cuisine, on va dire. C'est pas péjoratif hein, quand je dis cuisine, mais vers tout ce qui se passe derrière un album terminé, parce qu'il y a évidemment du monde qui y travaille et qui y œuvre. Voilà les grandes lignes. Et donc Casemate est dans la continuité, sauf que là aussi, on l'a monté en 2007, puisque le premier est paru en janvier 2008. Là aussi, le lectorat a bougé, le marché de la bande dessinée a évolué. On a estimé qu'on pouvait s'affranchir de la prépublication. Parce que pour le coup, il y a des outils qui sont apparus. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis les jeunes éditeurs, les jeunes auteurs ont perdu un support avec la presse. Finalement, si tu regardes historiquement, les magazines ont assez peu publié de jeunes auteurs. Ils ont publié tous les auteurs qui publiaient dans leur maison d'édition. S'ils n'avaient pas eu les journaux, est-ce qu'ils ne les auraient pas publiés de toute façon ? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il y a un outil qui n'existait pas et qui fonctionne très bien, c'est Internet. Et qui a complètement remplacé ce qui était le fanzina en fait. Et donc les jeunes auteurs ont un accès comme ça à une publication. Sur Internet c'est plus difficile, il faut aller vraiment chercher, savoir où aller. Enfin bon, après je pense que les plus jeunes savent s'en sortir pour ça. Oui, je crois qu'il n'y a pas là-dessus. Non, je pense que réellement Internet a fait aujourd'hui l'office de ce que faisaient les fanzines et les petits magazines depuis une dizaine d'années. Je dirais qu'il y a eu un vide à un moment donné, avant Internet, où la presse était déjà en perte d'audience, je dirais. Et maintenant, il y a quand même pas mal de jeunes auteurs qui se sont fait prépublier malgré tout. Bon, bien sûr, il n'y avait pas que Spirou ou Tintin, il y avait quand même une autre... Spirou en dévore beaucoup, presse, parce qu'ils ont des formats courts, en fait. Ouais. Donc il y a pas mal d'histoires courtes. Oui, c'est vrai. Mais sinon, tu prends, je sais pas, à suivre, donc le dernier des Mammouths, il y avait quasiment pas de jeunes auteurs. Oui, c'est vrai qu'en édition, c'était des... Voilà, les derniers numéros titrés sur Tardy, Tronché, Chagall, Baru, des gens comme ça. Ouais. C'était déjà plus pas dans le depuis longtemps. fanzina, Donc, bon, de ce point de vue-là, d'ailleurs, nous, on n'a pas changé, on fait aussi la même chose, on titre sur des grands auteurs. Par contre, on va peut-être donner plus de place à des jeunes auteurs, parce que très souvent, on va trouver dans le journal des enquêtes et des dossiers sur des jeunes auteurs, parce qu'on a la place, parce qu'aussi on peut équilibrer le journal, et l'un des angles, c'est évidemment de titrer sur les auteurs les plus, on va dire consensuels, le mot est peut-être pas très gentil, mais c'est quand même à peu près ça. Quand on titre sur RG, on sait très bien que ça va attirer du monde, on n'est pas dupe. Si on regarde les puces, les appels sur la une, on peut disséquer une une. La une, on a évidemment, donc ça c'est ce qu'on appelle la surmanchette, RG. RG, c'est l'un des rares auteurs qui peut faire l'objet d'un titre sur son nom. RG, Uderzo, Van Damme. Aujourd'hui, il commence à y en avoir, Arleston, Zepp. Mais finalement, vous allez voir qu'il y en a très peu, et surtout un visage qu'on peut identifier. Moi, je vous parie qu'Uderzo traverse la rue, personne ne l'arrête. Et pourtant, il y a personne n'a vendu autant de bouquins que lui en France, quasiment. Enfin, je pense pas, d'ailleurs, je ne sais pas s'il a été battu. Je suis pas certain. Et donc, le RG, oui, on reconnaît, en tout cas, en mettant son nom à côté, il n'y a pas de problème. Et RG ou Tintin, ça fonctionne. Vous voyez les appels, Zepp, Mickey, Fred. Bon, Fred, pour le coup, c'est pour les grands anciens. Bon, évidemment, on va aller faire des appels sur les auteurs les plus connus. Il n'y a pas de... là, on a... Je continue à vous disséquer la une, si vous voulez. On a en fait une exclusivité qui est négociée avec un éditeur, qui est Casterman, sur la reprise Universal War par Bajram chez Casterman. Avec une couverture inédite. Là, c'est une OP pour Angoulême. Pour nous, c'est important d'avoir des informations en amont, et donc de griller, par exemple, Internet. Le problème d'Internet, c'est qu'il a changé un petit peu notre manière de rédiger le journal, par rapport à Baudeuil, par exemple. Baudeuil, on avait beaucoup de brèves, on avait beaucoup de petites infos, qu'on ne retrouve pas du tout dans Casemate, parce que toutes les petites infos, elles sont sur Internet bien avant qu'on sorte, enfin elles sont sur Internet dans la journée, et donc on ne peut pas s'amuser à passer des choses que vous auriez déjà éventuellement lues 3 semaines avant ou 4 semaines avant. Donc toute cette partie-là a été évacuée du journal.
Mais par contre, là où on a la force, c'est qu'on peut monter des choses plus en amont. Là, en fait, les bonnes feuilles d'RG, c'est aussi d'exclus, même si on ne marque pas, parce qu'on ne va pas non plus marquer exclu partout. Mais ça sort en février, et pour l'instant, personne ne l'a lu. Donc on a pu sélectionner les passages qui nous intéressaient le plus et qui nous paraissaient les plus cohérents dans le journal. Donc Universal War, on a 3 planches qui sont les toutes premières. Bajram les a finies. Je ne peux pas dire que les planches n'étaient pas sèches parce que c'était numérique, mais il les a finies quelques heures avant qu'on envoie chez l'imprimeur, donc c'est vraiment du cousu humain. Et ça nous permet, nous, d'avoir une très longue enquête sur, là en l'occurrence sur Bajram, mais sur la science-fiction, sur les ressorts d'un auteur comme Bajram, qui est un auteur assez intéressant et qui creuse bien ses sujets. Voilà. Avec les toutes premières images. Et c'est comme ça aussi qu'on sort du lot et qu'on arrive à faire des choses un peu particulières. Vous avez là la première couve qu'avait dessinée, enfin c'est pas la première, mais si ça vous amuse sur les couves, une première couverture qu'avait dessinée aussi Bajram, enfin celle-là c'était pour vous. C'était pas très sérieux, sur un décolleté. Voilà, vous remarquerez toujours que dans un journal, là pour le coup c'est très, pardon pour mes petits camarades, mais culturel quel qu'il soit, quand on n'a pas de sujet, on met une fille en couverture. Voilà. Ce qui n'empêche pas quand on a un sujet d'en mettre une quand même. C'est vrai, je suis confus, mais c'est vrai. Bon, particulièrement en BD parce que le lectorat reste essentiellement masculin. C'est sans doute moins vrai dans d'autres secteurs. Mais bon. Mais un canard de cinéma, s'il a une jolie fille à mettre en couverture, il ne laissera pas le faire une seconde. Voilà la première couverture avec le même personnage de Bajram, mais qui était tourné, qui allait vers la gauche, de profil. On évite soigneusement de faire un personnage qui regarde vers la gauche sur une couverture. Une couverture de presse, c'est quelque chose qui se voit très très vite. Il faut que ça capte l'attention en un temps record. C'est pas une couverture de bouquin, c'est pas du tout la même chose. Donc un regard de face sur le lecteur, ça marche mieux. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que là, on peut énoncer n'importe quelle règle et prouver qu'elle est erronée le mois suivant avec une autre couverture qui fera exactement l'inverse et qui fonctionnera très bien. Mais il y a des choses qui fonctionnent plutôt mieux que d'autres et qui sont moins casse-gueule. Voilà, donc là par exemple, avec Denis, je lui ai demandé de la faire de face. Le fait que moi je sois graphiste, on était aux Arts Déco ensemble d'ailleurs, il était l'année après moi, ça aide. Donc ça m'a permis de lui expliquer que c'était pas très malin de la faire regarder vers la gauche, qu'il valait mieux qu'elle regarde de face. Ensuite, il y a un petit truc qu'on voit pas, mais on a recadré l'image. Et je lui ai demandé de bouger le casque qui est au premier plan, parce qu'il était exactement ici avant. Je dois l'avoir d'ailleurs sur une clé USB. C'est la première étape à peu près finalisée que m'a envoyé Bajram. Vous voyez, avec énormément de fond perdu pour qu'on puisse la cadrer comme on... Et vous notez que donc il avait positionné déjà le logo, même si je lui avais dit que je savais pas exactement au final comment on cadrerait. On l'a cadré un petit peu plus serré. Et vous voyez le casque, il était exactement sur la jambe. Ce qui donne en fait, en première lecture, ça donne l'impression qu'elle a une jambe métallique. Oui. Ce qui est une petite erreur de dessin. Et, je pense que Denis a naturellement dessiné le casque dans le prolongement de la cuisse parce que le mouvement est naturel. Mais au niveau de la compréhension de l'image, c'est pas bon. Parce que du coup, il y a tout ce qui donne une ambiguïté. Il est inutile, en tout cas sur une couverture où il faut vraiment que les choses soient très claires, très limpides et puissent être appréhendées vraiment en un coup d'œil. Voilà pour la petite histoire de la couverture. Notre outil de travail, enfin peut-être le principal, c'est un truc que vous connaissez sans doute, mais sans doute sous une autre forme. Voilà, ça c'est les 228 albums à paraître en février. Il n'y a pas les mangas. Il n'y a pas les mangas dans notre agenda parce que pour en parler, enfin peut-être vous n'avez pas le même regard sur le lectorat, mais pour nous le lectorat manga c'est pas celui du franco-belge. Et si on met du manga au journal, les lecteurs franco-belges ne lisent pas. Donc ça ne nous empêche pas d'en parler et d'essayer d'introduire les choses, de montrer aux lecteurs de franco-belge que c'est pas parce qu'il y a marqué japonais dessus qu'il ne faut pas s'y intéresser. Tout le boulot en amont de la rédaction, c'est d'aller lire, généralement sur des PDF, tout ce qui va sortir dans les mois qui viennent, d'analyser et de voir ce qui nous paraît intéressant. On lit toutes les BD dont on parle parce qu'on va aller chercher des sujets. C'est-à-dire qu'on n'est pas parmi tout ce qui sort, on va aller gratter pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer d'un album, qu'est-ce que l'album raconte. Et
En fait, je présente généralement Casemate comme un magazine qui parle qui parle de toute l'actualité, mais en fait à travers le prisme de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'avec toutes les parutions d'aujourd'hui, avec toutes les thématiques que la bande dessinée embrasse, on peut parler de toute l'actualité, qu'elle soit historique, culturelle, sociologique, politique, pas très politique, il faut quand même dire ce qui est, c'est un petit peu à part en tout cas dans Casemate, mais on peut à peu près évoquer tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde à travers le prisme de la bande dessinée, et c'est ce qu'on fait tous les mois. En s'appuyant sur l'actualité, on rebondit aussi. C'est-à-dire qu'on va là, c'est évidemment donc un numéro qui ne fait pas l'impasse sur Angoulême, forcément. À Angoulême, il y a une exposition sur Astérix, mais il y a surtout une exposition sur Mickey et les 75 ans de Spirou en même temps. Donc on s'est intéressé à l'histoire de Mickey, qui est une histoire assez intéressante, qui a été mise en place donc, par un monsieur qui s'appelait Vinclair en 1934 en France. Et on a comparé un petit peu les deux histoires de Spirou et de Mickey. Et puis en rebondissant, on est tombé sur Zep et son Cho qui s'arrête. C'est qui nous explique tout ça. Et du coup, on parle d'autre chose évidemment, parce que c'est un auteur dont l'actualité est dense. Il nous explique que le dernier Titeuf n'a pas très bien marché, pas très bien marché, toute proportion gardée. Bon, voilà le genre d'infos. Et effectivement, les auteurs nous parlent dans le Casemate. Je pense que de ce point de vue-là, le journal fait vraiment référence dans la profession, et très souvent, quand les auteurs ont des choses à raconter, ils n'hésitent pas à nous les dire. On a dans le journal depuis, je sais plus, ça fait 6 mois, 1 an qu'on fait ça, une revue de presse, avec des brèves citations de ce qu'on a pioché et qui nous paraissait intéressant dans la presse généraliste. Ce qui nous intéresse, c'est que ça nous permet d'évoquer des choses qu'on n'a pas forcément évoquées dans le journal, parce que la presse généraliste a d'autres angles qui ne nous intéressent pas forcément de la même manière, ou bien alors ils vont apporter une petite chose, une petite pointe qui nous paraît intéressante et qui vient compléter ce que nous on aurait pu faire, par exemple. Voilà, on n'a pas de mal à la remplir. Ce qui est aussi une chose assez nouvelle, c'est qu'aujourd'hui la presse généraliste parle de bande dessinée. Voilà. L'autre côté, c'est que c'est un truc ce sont par exemple une double page qui intéresse assez peu les éditeurs, les attachés de presse qui reçoivent eux des coupures presse qui sont des recoupements, mais ils ne se rendent pas compte que ce sont les seuls à les recevoir. Voilà. Et en fait, je pense que ça a effectivement un intérêt. Ça permet de voir un petit peu aussi ce qui a intéressé le grand public, la presse grand public, dans l'actualité qu'on peut raccrocher à la bande dessinée. On a une rubrique qui s'appelle Strip Poker, où un auteur décrypte une séquence d'un album qui n'est pas à lui. Là, à chaque fois en Angoulême, on demande à un coloriste de tenir la rubrique, parce que c'est des gens dont on parle peu. Et donc l'idée, c'est simplement, on demande à un auteur d'aller choisir une séquence, de nous expliquer pourquoi il la trouve spécialement marquante. Ça nous permet d'aller chercher de parler d'anciens albums, dont on ne parlerait pas forcément, et avec un angle intéressant, parce qu'un auteur qui parle d'un autre, à la fois il dévoile un truc intéressant sur l'album qu'il a choisi, mais surtout il se dévoile lui en fait. Et dans une rubrique comme ça, comme très souvent quand on demande à quelqu'un de parler d'un autre, ce qui nous intéresse, c'est au final celui qui parle, qui se découvre un peu plus sous prétexte de parler d'un autre, même s'il ne s'en rend pas forcément compte. Casaka, c'est le module, on va dire, basique du journal. C'est généralement une double page suivie de 3 ou 4 planches qui se suivent, enfin qui forment une séquence en tout cas. Voilà, la grosse différence, c'est ça d'ailleurs, la grosse différence avec Bodeuil, que Bodeuil ont passé des prépublications complètes par tiers généralement. Là, on passe que des extraits choisis, qu'on fait commenter par le dessinateur. Très souvent, le format, c'est une interview du scénariste en ouverture et le dessinateur qui commente ses planches. Ça permet d'avoir une vision très suffisante d'un album. Je pense qu'en lisant les 4 planches et en lisant les commentaires, vous allez parfaitement comprendre de quoi parle l'album, sa tonalité, les intentions des auteurs. C'est ce qu'on remarque aussi des lecteurs, qui avec ça savent s'ils vont aller l'acheter ou pas. Les 3 piliers du journal d'ailleurs, de Casemate, dont je fais partie, il y a Jean-Pierre Fury, ancien rédacteur en chef de François. Il y a donc moi et un troisième larron qui s'appelle Paul Giner. On a tous les 3 25 ans d'écart. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça qu'on trouve très facilement qu'on fait attention à ce qu'aiment les autres et qu'on va trouver quelque chose peut-être de plus jeune.
dans le journal, parce qu'on fait attention. Si Paul, par exemple, me dit, moi, il y a des choses qui me tombent des mains, il me dit, si, c'est passionnant, je vais l'écouter, je vais évidemment regarder ce qu'il me propose. Ça, c'est une page très importante dans le journal, ça s'appelle le courrier des lecteurs. Écrivez une demi-bêtise dans le courrier des lecteurs, vous recevez une montagne de courriers le mois suivant. Ça, c'est pas du tout... là aussi, ça fait partie des trucs qui... Ça peut vous paraître un peu ringard, une page de courrier. C'est un truc extrêmement lu. Dans tous les magazines. C'est pas tous les magazines qui passent une page courrier, généralement, ils la passent pas comme ça. C'est une page vraiment de communication avec les lecteurs et c'est très très lu. Voilà. Pour info. On a donc après, on passe à notre cahier agenda qui est en fait à l'italienne, présente en portrait. On a une imagination débordante à la maquette de Nasmat. C'est beaucoup plus pratique en fait, hein, réellement pour l'agenda. On passe sous les festivals et les expos, on les indique. Et donc, comme je vous montrais tout à l'heure, toutes les parutions. On est très peu présent sur Internet. Il n'y a pas de modèle économique qui nous permette d'avoir une rédaction viable sur le net. Et donc, je préfère me concentrer sur le papier. Ce qui n'est pas un abandon de poste. On ira sur Internet quand les choses bougeront. Enfin, sur Wikimedia en tout cas. Je ne sais pas si ça sera l'Internet ou si ça aura une autre appellation. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais par contre, on a donc un club qui nous permet d'avoir beaucoup d'allers-retours avec les lecteurs. Les lecteurs nous envoient tous les mois des demandes. En fait, très concrètement, c'est pas inscrit, on a les éditeurs nous passent des albums, c'est eux qui les envoient, ils ne transitent même pas par le journal. Donc ils font la promo comme ça avec une demi-page dans le journal. Les lecteurs nous demandent via Internet de recevoir, et s'il y a trop de demandes, il y a un tirage au sort, et sinon, ils en reçoivent. Donc on reçoit tous les mois beaucoup de courriers, évidemment. Et à l'occasion de ce courrier-là, on nous écrit, on dit j'ai lu ça, j'ai fait ci, ça ne plaît pas bien, ça nous a plu. Donc ça génère du courrier qu'on n'avait pas, par exemple, avec Bodog, il n'y avait pas ça. Pour clôturer le journal, une rubrique qui avait été initiée et tenue pendant pas mal de temps par Léo Trondheim, qui s'appelle les techniques secrètes des grands maîtres de la bande dessinée. C'est évidemment une blague, puisque les auteurs ne racontent pas leurs techniques secrètes. Si tant est qu'il y en ait, mais c'est une page de création où tous les mois un auteur tourne autour de ces techniques secrètes. Généralement, c'est l'occasion d'autodérision et d'un petit clin d'œil assez sympa. C'est aussi une manière pour revenir à mon métier de presse, de clôturer le journal avec un rendez-vous, c'est important. Ça, c'est une planche qui est lue, qui n'est pas attendue, elle est lue assez vite, généralement, mais ça permet de ne pas avoir une fin de journal qui soit sinistrée comme on le trouve dans beaucoup de magazines. Là, le journal est lu de la première à la dernière page, à peu près de manière équivalente, et pour nous, c'est important. C'est important pour moi dans la conception d'un journal. C'est pas seulement innocent d'ailleurs, puis ça permet d'avoir une troisième de couve qui a un sens, parce que si elle est sinistrée, qu'en face il n'y a rien, vous ne les rendez pas. Voilà le décortiquage du prochain Casmat. Et est-ce que, comme dans la rédaction de Gaston Prunel, à la fin c'est toujours la course ou ça va, vous arrivez à équilibrer? Non, ça se joue toujours à quelques heures. Quelques heures. Généralement, les dernières pages ne dorment pas. D'accord. Pas beaucoup. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura dans 2 mois dans le magazine. À part un truc qu'on va peut-être mettre en avant de manière particulière avec un éditeur, mais ça me fera au mieux 10 pages dans le journal. On se base sur l'actu, donc on regarde ce qui sort. Il y a quand même beaucoup de décalage dans les parutions. On n'est jamais absolument certain de ce qui va paraître le mois suivant. Et puis après, on essaie de constituer un cocktail qui nous paraisse le plus intéressant possible dans le journal.